Alors après, c'est le panaché de vidéos que je vous ai proposé, donc qui présentaient des intervenants avec des thèses contradictoires. Donc bah, je vous propose de poursuivre et de parachever notre discussion en faisant en même temps un petit débrief, puisqu'il y a eu quand même des choses intéressantes qui ont été dites, donc d'essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce magma d'intervenants. Alors là, j'ai pris le premier dans l'ordre, hein, donc Monsieur Kervas Doué. Donc vous le voyez comme moi, vous avez son CV. C'est quelqu'un donc qui est bardé de diplômes, qui a une expérience d'ingénieur, d'agronome, une formation en tout cas dans ce sens-là, avec un doctorat. C'est quelqu'un, vous le voyez, qui est né sous le signe du Capricorne. On retrouve bien dans sa dialectique, dans les termes qu'il a employés, le signe de la raison, puisqu'il a d'ailleurs parlé de l'utilisation des pesticides raisonnés, il a parlé d'une écologie raisonnable, et il a même écrit un livre intitulé «Ils ont perdu la raison». Donc là, on retrouve bien le cartésien, le chercheur, le scientifique. Le Capricorne, c'est le saint Thomas du zodiaque, hein. Il fait partie des têtes couronnées si on parle de ce monsieur-là. D'ailleurs, mentionner son signe zodiacal, c'est loin d'être anecdotique, vous le verrez, quand on va parler justement des origines de l'écologie politique, d'ailleurs, qui paradoxalement il le fustige, alors qu'en réalité, c'est sous justement ce signe-là, enfin ce signe-là était valorisé, et est encore valorisé d'ailleurs hein, en ce moment même, puisque nous avons Saturne et Pluton qui séjournent d'ailleurs dans le signe hein, du Capricorne, donc qui met en évidence ben, ce type de personnage-là. Donc je vous ai pris ce monsieur-là puisque donc il a une formation scientifique, hein, il le revendique, et vous avez pu constater les inepties. C'était tellement gros, on n'a même pas besoin d'aller regarder dans la littérature, mais on va quand même le faire pour voir qu'il y a certaines prises de position qui sont énormissimes. Notamment, vous l'avez vu sur le nucléaire, par exemple, quand il a parlé de Fukushima, on va y revenir, ou même sur les pesticides. Donc, en tout cas, il est présenté par la presse, ou en tout cas par le journaliste, et lui-même hein, l'amène à chaque fois sur le tapis comme un expert émérite de toutes ces questions. Donc, il bénéficie de l'accréditation officielle. Et ça, forcément, ça en impose, notamment auprès du téléspectateur qui est là, lui, pour se forger une opinion, qui n'a pas le temps de faire ce que l'on fait, ce travail-là de recherche, puisqu'il est happé par son quotidien, la tête dans le guidon, aller au travail, dans les embouteillages. Donc il arrive et puis bah, il fait confiance voilà, d'emblée. Alors de moins en moins aujourd'hui, puisqu'on voit que de plus en plus de personnes se retrouvent hein, sur la toile, sur YouTube notamment, mais là justement, la parade aussi, ils ont déjà tout prévu. C'est pour ça que vous retrouvez aujourd'hui beaucoup sur YouTube, là aussi, beaucoup de... Finalement, ce qu'on retrouvait sur BFM, on le retrouve aussi de plus en plus euh, avec les algorithmes, etc. On vous met en avant de l'information qu'on présente comme dissidente, comme en tout cas alternative, avec une certaine, comment dirais-je, une vraie controverse, alors qu'en réalité, souvent, il y a une controverse, effectivement, mais elle est noyée, enfin, il y a des inepties, mais qui sont noyées justement dans des informations qui sont réelles, authentiques et sincères. Donc, du coup, l'internaute qui pense aller sur YouTube pour trouver des informations contradictoires, finalement retombe dans le même piège que l'on avait en fait sur BFM, et c'est très très bien ficelé, puisque j'ai pu, moi, regarder différents reportages. Et c'est très bien monté on vous présente vraiment des choses qui sont du secret défense, etc. Mais tout ça, hop, après on vous l'amalgame avec un petit peu de réchauffement climatique. Voilà, c'est constant, on le retrouve partout, c'est mis à toutes les sauces, on va en parler tout à l'heure. Mais si on revient à cet intervenant, donc je parlais de l'accréditation qu'il a auprès du téléspectateur, mais également auprès bien sûr du journaliste. Et là, à chaque fois, les journalistes, vous avez vu, les deux fois, ils font plus ou moins profil bas quand ils posent des questions qui sont pourtant pertinentes, qui sont censées effectivement, voilà, ils se substituent aux téléspectateurs et posent des questions, donc qui sont comme ça de bon sens, notamment sur les pesticides, sur la dangerosité potentielle du pesticide, puisque ben, on entend et on en voit depuis un petit moment ce débat, et ça fait des années même que on le sait que les pesticides sont dangereux. Et donc, vous avez vu donc, le type de réponse qu'il profère à chaque fois.
C'est en gros circuler, il n'y a rien à voir. Moi, j'ai l'expérience et j'ai les titres et je vais pas en mettre en jeu ma réputation. À chaque fois qu'il a été en difficulté, à chaque fois, il a sorti son joker, hein, sa réputation. Et il a même fait subtilement comprendre, si vous l'avez sans doute remarqué avec Madame Chevrillon sur BFM, à un moment donné subtilement, à la façon Capricorne, puisque les Capricornes sont très subtils, il y a toujours aussi ce côté très courtois. Hein, vous avez vu que jamais il s'énerve, il reste toujours très calme, très poli. Donc ça plaide pour lui. Mais à un moment donné, il lui laisse entendre, moi, à un moment donné, j'ai écrit un livre et pas vous. Hein, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc là, je vous laisse retrouver la séquence. Et en tout cas, d'emblée, il a déclaré que les pesticides sont pas, en tout cas ceux qui sont autorisés en France ne sont pas dangereux. Alors que dans la presse officielle, quand on jette un coup d'œil, eh ben, on voit bien que les pesticides sont tout ce qu'il y a de plus dangereux. Vous retrouverez le même argumentaire que pour les médicaments, hein. On vous dira, vous savez, tous les médicaments, il y a toujours des contre-indications, il faut lire la notice. Un médicament, il faut toujours l'employer de façon précautionneuse et c'est sans danger. Si vous observez bien les contre-indications, la notice, la posologie. Bon, ben à chaque fois, ça va être pareil pour les pesticides, pour les herbicides, enfin tous ces produits chimiques, hein. Donc un pesticide, ben, c'est une substance chimique, hein, qui vise quand même à détruire plusieurs espèces vivantes. Et donc les plus répandus sont les herbicides. Alors lui, ce monsieur Kervas-Doué, ben, il fait la distinction entre herbicides et pesticides, mais apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, au travers de différentes littératures, les herbicides sont compris, hein. Donc les herbicides, ben, comme son nom l'indique, ça s'occupe des mauvaises herbes. Il y a les insecticides, les fongicides, bien sûr, et donc, bien sûr, c'est mauvais, c'est extrêmement néfaste. Il y a des dangers des pesticides sur l'environnement. Donc, ces dangers sont extrêmement nombreux. En plus de tuer les espèces visées, ces pesticides peuvent très bien contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire, les oiseaux par exemple, hein, qui sont très souvent atteints par les pesticides en mangeant des insectes contaminés. Vous avez les pesticides qui polluent l'air que nous respirons et également l'eau, hein, tous les points d'eau et également la terre, donc forcément à un moment donné les nappes phréatiques. Et puis vous avez les dangers pour la santé, hein, les dangers, donc les pesticides qui sont donc c'est extrêmement nocif pour l'organisme, qui peuvent provoquer l'infertilité masculine, les cancers, et aussi atteindre les fœtus avec des avortements spontanés, j'allais dire prématurés, c'est spontané, pas des accouchements prématurés, mais ça pourrait l'être aussi, je ne l'ai pas trouvé, mais voilà, on peut imaginer aussi qu'il peut y avoir ce type d'effet néfaste, hein. En tout cas, il y a de nombreuses intoxications aiguës aux pesticides, donc ils peuvent être mortels, forcément, au long cours, hein, à un moment donné, à force que l'on est exposé. Voilà. Alors dans le reportage, le journaliste, en tout cas, lui demande, après le mini-reportage où on voit l'agriculteur présenter sa façon de fonctionner et qui est de bonne foi, lui, forcément. En plus, il défend sa profession, il dit, nous ne sommes pas des empoisonneurs, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de les dépeindre, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on rejette l'anathème, hein, ils sont dans le système, ça fait des années, mais les gens qui ne connaissent pas le métier d'agriculteur vont dire c'est eux les responsables, ce sont eux les empoisonneurs parce qu'on nous les présente comme ça, alors qu'en réalité c'est le système. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu ce coup d'éclat avec les maires. En réalité, on en a parlé dans nos vidéos sur la désobéissance civile, on avait bien expliqué, attention, que tout était mis en œuvre pour diviser. Et ça n'a pas loupé puisque j'ai vu passer des articles, vous avez eu la FNSEA, enfin tous les organismes, les corps intermédiaires justement qui encadrent les agriculteurs, ben, bien sûr qui s'érigent en défenseurs face aux écologistes, aux maires dits écologistes, hein, qui ont brandi ces arrêtés antipesticides pour censés protéger la population. Donc eux renvoient ces maires-là à des populistes écologistes. Voilà encore d'autres mots. Donc on mélange les genres, là encore une fois. Donc, lorsque la caméra revient sur le journaliste, hein, la première question qu'il pose à l'intervenant, donc ce monsieur Kervas-Doué, est-ce qu'il y a une distance à respecter pour l'épandage? Et vous avez vu comment ce monsieur répond. Ce qu'on sait, c'est que les pesticides utilisés par les agriculteurs n'ont pas d'impact sur les agriculteurs. Ils sont sur leurs tracteurs. Et c'est là où vous voyez, bon, monsieur Pascal Pro, alors vous connaissez
Monsieur Pascal Praud depuis des années. Là, on a pu se pencher récemment très sommairement sur son thème astral et vous avez pu voir qu'il a Uranus valorisé en fond du ciel. Uranus, c'est la planète des médias, donc vous avez vu que c'est quelqu'un qui peut être assez théâtral, hein. Alors là, c'était à mon avis aussi pour masquer, je pense qu'il n'est pas dupe, hein, qu'en face, on lui racontait des histoires, mais c'est à la fois pour montrer, pour moi je l'ai perçu comme ça, pour montrer que une forme d'indignation que peut avoir le téléspectateur, donc c'est comme s'il reprenait à son compte ce que pourrait avoir comme indignation la majeure partie peut-être des téléspectateurs, qui pendant des années, ou surtout ces derniers temps, on voit toute cette controverse, et puis tout à coup, voilà, ce monsieur dit ça, et en même temps, c'est pour masquer le fait qu'il n'a pas préparé pour moi de fiches détaillées en allant se documenter de différentes manières, que ce soit d'ailleurs du côté des libéraux ou du côté des écologistes, faire une synthèse et puis poser les questions adéquates, parce qu'à un moment donné, il dit mais on ne peut pas vérifier par définition. Mais si, justement, cher monsieur, monsieur le journaliste, vous pouvez vérifier puisque vous êtes journaliste. C'est votre rôle de préparer, normalement, et pas apprendre le métier, chacun son métier, mais quand même, hein, normalement, même s'il y a pas de contradicteur, d'ailleurs qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas, normalement, un journaliste est censé venir avec les questions pointues pour dire, bah, écoutez, vous dites ça, voilà, moi, ce que j'ai comme information, ou voilà, il y a une manière, bien sûr, hein, de présenter les choses pour permettre, justement, de poser les questions précises, pointues, qui vont mettre en difficulté, pas mettre en difficulté, mais permettre de mettre en évidence, voilà, la controverse, la vérité, quoi, une certaine vérité, ou en tout cas, de permettre aux téléspectateurs de se forger une opinion. Alors justement, j'ai pris, moi, de mon côté, un article qui vient du Figaro, que je vais vous présenter dessus, donc il y a plutôt une obédience libérale, justement. C'est-à-dire que c'est un article qui n'est pas du tout connoté écologiste. Voilà. Et donc vous allez voir qu'ils mettent bien en garde sur les pesticides. Alors vous en avez bien d'autres à l'appel, hein. Je l'ai pris voilà, parce qu'il me tombait sous la main à ce moment-là. C'est vrai que j'ai peu de temps pour faire mes recherches, donc je vais très vite. Alors, les pesticides sont-ils réellement dangereux pour la santé? Donc, c'est un article qui date de 2018, 16 novembre 2018, c'est pas très ancien. Et donc, on vous indique en le lisant, donc je vous lis en fait, hein, ce que j'ai vu dans l'article. Donc, on est le premier pays d'Europe, hein, par notre surface agricole. La France, c'est aussi 75 000 tonnes vendues en 2014, dont 90% à l'agriculture, hein, donc de pesticides. Donc, on est le deuxième consommateur européen de pesticides. C'est donc d'abord dans les professions agricoles que s'est posée forcément la question de la nocivité de ces produits, même si leur usage domestique fait aussi problème. Alors lui, justement, vous avez vu qu'il a parlé d'antipoux, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a, là aussi, il parle d'un véritable problème pour l'usage domestique. Et lui, il essaie justement de dire, tout le monde l'utilise, vous voyez que finalement, c'est pas si dangereux que ça, quoi. Alors, il y a les désherbants, les fongicides, on l'a dit, insecticides, antiacariens. Près de 500 pesticides sont autorisés en France, appartenant à différentes classes chimiques. Donc là, je ne vous lis pas les termes, ils sont barbares, mais ils font froid dans le dos. Chacun a ses modes d'action et ses cibles biologiques, avec parfois des CMR. Alors la CMR, c'est l'abréviation pour cancérigène, mutagène, reprotoxique, où on a aussi le terme des perturbateurs endocriniens qui agissent par contre à beaucoup plus faible dose et plutôt au long cours. Donc si on compte aussi ceux aujourd'hui interdits, mais qui peuvent persister longtemps dans l'environnement et les sols, comme d'autres hein, qui ont été interdits depuis, eh ben, on dépasserait quand même le millier. A contrario, lorsque vous écrémez hein, la littérature dite scientifique, aussi scientifique que le monsieur que vous avez vu sur des sites comme Science et Avenir, par exemple, hein, vous retrouvez bien des articles qui vont démarrer en vous disant par exemple que le glyphosate est suspecté d'être cancérigène, donc on démarre là-dessus, pour finir avec le glyphosate peut être utilisé en faible quantité et une seule fois par an, de quoi nettoyer un champ avant semis, pour une agriculture dite de conservation des sols, c'est-à-dire sans labour. Donc c'est une sorte de troisième voie, nous dit-on, agricole, qui permet de régénérer les sols en matière organique. Donc cela a aussi l'avantage de retenir l'humidité et le carbone dans le sol et ainsi de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà la ficelle. Et on vous dit en plus, pour couronner le tout, malheureusement, seuls 2% des agriculteurs français pratiquent ce système d'agriculture promu dans le cadre des conférences internationales. Et là, on peut rajouter aussi donc tous les corps intermédiaires type FNSEA et compagnie qui accompagnent les agriculteurs. Et donc, vous voyez qu'on rejette l'anathème. C'est-à-dire que
on arrive à trouver des avantages finalement à ce glyphosate. Et là, vous avez d'ailleurs plein d'étudiants, enfin des jeunes pousses, hein, qui sont extrêmement brillants, qui parlent très très bien, qui maîtrisent bien le langage scientifique, qui vont faire toute une démonstration, hein, un petit peu dans ce registre-là, pour vous dire que le glyphosate, c'est pas dangereux, etc. Et en plus, là, vous voyez, pour couronner le tout, on met tout sur le dos des agriculteurs. C'est-à-dire, si je pousse le raisonnement un peu plus loin, c'est à cause de ces paysans qui ne sont pas lettrés, et là on retrouve la condescendance, hein, des gens lettrés par rapport à ces personnes-là, c'est à cause d'eux s'il y a des empoisonnements, puisqu'on vous dit 2% des agriculteurs seulement suivent les recommandations. S'il y avait la majorité des agriculteurs qui suivaient les recommandations, en gros, on n'aurait pas donc ces problèmes d'empoisonnement. Voilà un petit peu comment est orchestré la communication de ces gens-là pour vous vendre, hein, le glyphosate, pour vous vendre des pesticides. Pour appuyer bien sûr toute cette littérature, vous avez différentes études, souvent produites par des instances internationales. Donc nous avions cité en mars 2015 une étude du Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, qui est dépendant de l'OMS, qui avait identifié un risque cancérigène. Mais après, on vous dit, ah bah il n'y a pas eu d'autres expertises contradictoires, ce même OMS, et puis vous avez d'autres organismes qui passent par derrière et qui vous disent, ben non, finalement, les risques sont écartés. Vous avez l'ECHA, par exemple, Agence européenne des produits chimiques, vous avez tout un tas comme ça, un maillage complexe d'instances et d'institutions, tous sous l'égide des Nations Unies. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, Nations Unies. Donc si vous reprenez tout ce qu'ont dit les différents intervenants, quand on a parlé du réchauffement climatique, hein, vous avez le GIEC notamment. Là aussi, pareil, sous l'égide, hein, de l'ONU. Donc tout ça est piloté justement en très très haut lieu. C'est pour ça que ce monsieur-là se retranche derrière l'idée qu'il y a un débat mondial. Ben, c'est pas parce qu'il y a un débat mondial qu'il faut émettre des certitudes. En plus des certitudes sur, voilà, sur des choses qui sont évidentes, en tout cas par la preuve du terrain, puisque c'est quelqu'un qui est rationnel. Donc on voit bien par la preuve du terrain qu'il y a des gens qui sont malades. Et là, donc on vous dit, ah ben non, il n'y a pas de risque, voilà, il n'y a pas de lien de cause à effet. Donc là, si vous reprenez toute la littérature, c'est ça, hein, c'est un petit peu le son de cloche qu'on vous fait passer. Donc vous faites toujours le chaud et le froid, quoi. Le chaud, c'est le coup de chaud, c'est justement de vous dire, oh là là, c'est cancérigène, puis après, on va à rebours, mais ça c'est volontaire, justement, c'est pour créer la polémique et puis pour créer le désarroi, que les gens ne savent plus où ils en sont, et, euh, et donc pouvoir justement travailler sur plusieurs tableaux et tirer les marrons du feu de plusieurs tableaux. Vous avez même sur Internet de nombreux jeunes, des jeunes qui sont brillants, hein, qui sont sortis des études ou qui ont quand même un certain bagage et qui viennent justement défendre le glyphosate, hein. J'ai vu quelques vidéos, c'est assez stupéfiant, leurs arguments, encore une fois, sont très bien calibrés, et ils manient bien sûr le langage scientifique, donc, et là vous voyez, les gens valident, hein, vous verriez là les nombres de likes, le nombre de commentaires positifs, c'est très brillant, etc. Les gens se laissent duper par n'importe quelle étude, vous pouvez la falsifier, vous pouvez... ce sont plus aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle pour moi des technico-commerciaux, c'est plus... là on n'est plus du domaine de la science, et d'ailleurs je vous présenterai une lettre qui a été écrite d'ailleurs récemment par 500 scientifiques, donc ils ont écrit une lettre à l'ONU pour appeler à plus de raison et pour appeler un retour vers une vraie science indépendante et donc qui va pas être politisée, quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui la science finalement elle est aussi politisée et lui il vous parle de religion. Alors la sienne, eh ben, vous avez compris laquelle c'est sa religion, c'est celle justement des grands groupes, celle des multinationales. Sa religion c'est l'atome aussi puisqu'il a cité. Il a dit que Fukushima, donc ça avait tué personne, donc ça c'était énorme. Et là vous avez vu la journaliste, finalement, elle n'a pas plus relevé que ça, un petit peu. Ça c'est pour donner l'illusion aux téléspectateurs qu'elle fait son boulot, mais pas plus que ça, quoi, hein. À la fin, il se contredit, hein, ce monsieur Doué, puisqu'il disait en préambule que les pesticides utilisés en France ne sont pas dangereux, même si après il ajoute pour nuancer, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, à la fin, il admet qu'il faudrait plus réglementer et enlever ceux qui sont à base de néocotinoïdes, par exemple, qui provoqueraient l'extinction des abeilles. Et là, le journaliste lui dit, ben, donc le débat est clos, alors si tout va bien. Et là, il répond timidement, oui, scientifiquement. Alors forcément, on est toujours sidéré quand on entend ça, oui, scientifiquement. Alors que la science, elle est quand même en perpétuel mouvement, quoi.
On peut pas, parce que la science, c'est vrai qu'à un instant T, voilà, il faut bien à un moment donné émettre des certitudes, mais ce sont des certitudes qui sont toutes relatives en réalité quand on les replace après dans le temps. Donc, en plus, il a dit que c'était un débat mondial. Donc, comment peut-il dire finalement, on est en plein débat et en même temps, le débat est clos scientifiquement, oui. Donc là, il y a une véritable contradiction. Donc là, je pense que ce monsieur-là, il est peut-être pas habitué non plus au débat. Alors, je sais pas ce que ça va donner face à une écologiste politique, mais déjà face à un journaliste, bon, honnêtement, c'était pas très convaincant, mais ça peut convaincre, voilà, certains qui ont pu voilà, arriver devant leur poste de télévision fatigués de leur journée, après 1 heure et demie et 2 heures d'embouteillage. Bon, ça passe, si vous voulez, hein, ça fait partie du mode de management hein, médiatico-politique, quoi, pour façonner les opinions. Alors, vous avez là un article très intéressant issu de terre-net.fr. Donc, on vous indique que selon le Sénat, la France s'oriente vers un déficit commercial agricole dès 2023. Donc là, c'est des perspectives qui sont effectivement extrêmement préoccupantes. Donc là, ça accréditerait justement la thèse de ce monsieur qui vous dit qu'à cause des écologistes, hein, de cette religion, cette nouvelle religion que sont les écologistes, eh ben, on va vers la décroissance, puisque c'est leur cheval de bataille. Et donc, à cause de cette décroissance-là, on n'utilisera plus de pesticides, et donc, il n'y aura plus assez de production agricole. Donc, c'est catastrophique déjà sur un plan commercial, bien sûr, mais également sur un plan intérieur, puisqu'il y aura moins de denrées disponibles, et donc une augmentation et une cherté des prix. Donc voilà aussi comment tout est orchestré, à nouveau, cette fois-ci pour mettre sur le dos des écologistes, hein, de tous bords confondus, donc la responsabilité de la décroissance, alors que cette décroissance-là, en fait, elle est déjà programmée par les élites. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on en avait déjà parlé, pour moi, selon moi, vu qu'ils ont tout détruit, déjà d'une part, qu'il reste, c'est vrai, des denrées saines, il reste encore des surfaces disponibles qui sont saines, mais elles sont extrêmement réduites. Donc forcément, ça prend de la valeur, et ça prend d'autant plus de valeur qu'en face, vous avez la masse monétaire qui ne vaut plus rien. Hein, et la masse monétaire, l'argent, est indexé sur le réel. Donc là, on a bien l'opposition Scorpion-Taureau, hein, vous vous souvenez, et on a bien Uranus en Taureau. Uranus vient faire chuter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a sans arrêt, vous avez vu que la Banque centrale américaine, la Fed, a à nouveau imprimé des billets, une quantité importante de billets. Donc là, on en a pour 300 milliards, et c'est pas fini. Hein, donc il y a un véritable problème, donc on inonde l'économie d'argent, mais cet argent-là ne vaut plus rien. Donc ça, ils le savent. C'est pour ça qu'ils se jettent désormais sur le réel, justement, puisque tout le monde, d'ailleurs, commence à se jeter dessus. On voit les pommes de terre, d'ailleurs, qui ont grimpé. Là, j'ai fait un petit article dessus, puisque j'ai pu voir un papier passé dehors peint qui vous indiquait que donc, il y avait une augmentation de 40% en une année du prix de la pomme de terre. Donc voilà, donc il faut bien comprendre les enjeux. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le tangible, on l'a déjà dit, c'est le matériel, l'immobilier bien sûr, mais aussi surtout les surfaces cultivables, les forêts, voilà, c'est la nature qui prend de la valeur. Donc là, on trouve bien la valorisation d'Uranus. Et ça, ils le savent, et c'est pour ça qu'ils organisent tout ça pour justifier la rareté, en fait. Hein. Donc ça, on l'avait, nous, prévu au travers de notre lecture astrale, donc avant que les choses arrivent, parce qu'on se disait, bon, bah, Uranus, effectivement, est en chute en taureau. Le taureau, c'est le signe de l'agriculture, c'est le signe du terroir, et donc il risque d'avoir une chute spectaculaire, une augmentation des prix donc des produits alimentaires, mais aussi une rareté, puisque Uranus, par définition, c'est un astre qui veut être singulier, qui veut être unique. Donc là, on retrouve bien ça, et puis c'est aussi surtout l'astre donc qui est étroitement lié au capitalisme, au néolibéralisme. Donc voilà les enjeux qui sont en train de se jouer, et voilà comment tout est orchestré pour dispatcher la responsabilité de la crise à plusieurs intervenants, donc un petit peu à droite, tout à droite, hein, et un petit peu tout à l'extrême gauche. Voilà, comme ça les gens se bagarrent, et puis vous avez toujours ces gens-là qui tirent les marrons du feu.
Vous avez vu qu'à aucun moment il nuance, hein, à aucun moment il dit qu'on pourrait faire autrement, qu'on pourrait utiliser des techniques hein, qui sont par exemple le contrôle biologique des plantes, en introduisant, en faisant de l'élevage de coccinelles, de pince-oreilles, etc., puis de les introduire sur des surfaces agricoles pour éviter justement d'avoir recours massif aux pesticides. Et que ça pourrait être un modèle effectivement qui pourrait être généralisé. Vous avez même d'ailleurs dans certains pays où ils ont arrêté d'utiliser le glyphosate donc de Monsanto, et puis qui s'en portent pas plus mal, puisqu'ils ont même une production qui a augmenté carrément, hein. Et vous avez vu l'intervention également donc, de ce monsieur des moutons lucides, hein, qui vous explique bien donc la stratégie aussi de Monsanto, finalement, qui au bout d'un moment, donc vous vous retrouvez avec un rendement agricole qui est beaucoup moindre, hein. Alors là, vous avez vu que lorsque, à la fin, donc monsieur Carvazoué, là, scientifiquement, on a tranché, c'est la science qui peut tout, et le reste, on balaye d'un revers de main. Et là, vous avez vu que quand il lui a posé une autre question un peu embarrassante, bah, c'est là où il a parlé de religion et d'écologie politique. Il dit, moi, je suis scientifique et pas une formation d'écologie politique, qui sont des croyants. Le premier acte de croyance contre le nucléaire. Et là, il sort complètement du débat, parce qu'il parle du nucléaire. Et là, c'est là qu'on voit clairement qu'il y a la solde hein, des nucléaristes, quoi, hein. Donc là, il vous a pas échappé. C'est pour ça que je vous ai diffusé le deuxième passage où il parle de ce Fukushima. Là, il suffit de jeter un coup d'œil. J'ai même pas besoin, je pense, de vous montrer d'article, hein. Vous savez que c'est impossible. Quand il dit que Fukushima n'a tué personne, et en plus, il s'indigne. C'est là la plus grande des mauvaises foi, mais plus c'est gros, plus ça passe. C'est qu'il dit qu'en France, on a fait tout un tapage sur Fukushima. On a envie de lui dire, mais excusez-nous, quand même, là, Fukushima, c'est la deuxième, si on parle que des accidents nucléaires civils, le deuxième plus gros accident nucléaire après Tchernobyl. Et bon, il y a eu, après sur le plan militaire, on a eu Nagasaki et Hiroshima. Mais c'est terrible, quoi. Cet accident-là, et ça n'a pas été, en fait, ça a été tout l'inverse. En France, tout a été fait pour être étouffé. Puisque moi, j'ai vu un reportage passer, je crois que c'était sur France 2, on me l'a passé, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit, tu n'as pas vu ce reportage-là, et je l'ai vu en différé sur Internet. J'ai pas réussi à vous le retrouver pour vous montrer les références, mais où on voit justement quelle stratégie la France, hein, les communicants français, les lobbyistes et les nucléaristes ont adopté pour étouffer, c'est-à-dire pour pas que le débat dure trop longtemps justement, puisque vous savez qu'on est doté, nous, de 58 réacteurs, et ils veulent pas, c'est pour ça qu'ils veulent maîtriser l'agenda, ils veulent pas qu'à ce moment-là, on ait un débat, c'était trop tôt hein, pour avoir un débat de cet acabit-là, donc il fallait pas que ça dure trop longtemps. Il fallait circonscrire. Vous aviez de l'autre côté donc les gens là-bas qui se battaient contre la mort, qui essayaient de circonscrire la mort, et vous avez ici en France ben, des gens malheureusement qui essayaient de circonscrire le débat. En tout cas, donc il vous parle de ce mouvement donc des écologistes politiques qui est né en Allemagne de l'Est. Donc ça c'est intéressant, il faut le garder en tête. Moi j'ai d'autres sources aussi. Donc il vous parlait des militants contre le nucléaire, et il dit que ça continue à être la première croyance. Et la deuxième croyance, donc c'est la fameuse décroissance dont on vient de parler. Et là, il pointe les conséquences et il dit que ça va être dramatique, voilà, il est catastrophiste. Et donc voilà ce que l'on peut dire sur cette intervention. Alors nous arrivons au terme de cette partie-là. Je vous retrouve très vite pour poursuivre bien sûr ce débat-là, et puis également sur d'autres chroniques démarrées, notamment la désobéissance civile, et j'ai d'autres chroniques en préparation, notamment sur le domaine financier, puisqu'on n'a pas fini d'en parler. C'est un mois extrêmement dangereux que ce mois de octobre qui arrive. Voilà, donc vous avez déjà un premier son de cloche à travers différentes chroniques hein, que j'ai pu réaliser.